Bienvenue chers amis au cœur de l'émission Homo Micro. Homo Micro, l'émission qui se prend au mot. Au cœur de la culture LGBT, QI+, Brahim Naik Balk, entouré de ses chroniqueurs, inonde de couleurs les ondes depuis 2004. L'aventure continue avec cette nouvelle émission qui commence maintenant. Où que vous soyez, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Avec le Cercle des Chroniqueurs, ravi de vous savoir à l'écoute. En deuxième partie de l'émission, nous retrouverons Didier Roth-Bettoni qui nous présentera son projet littérature érotique et pornographie. Il est rare de le voir parmi nous, notre ami Éric Garnier, qui ce soir va consacrer une chronique autour d'un livre et un CD. Bonsoir Éric. Quand j'habitais dans le coin, je venais toutes les semaines, mais là maintenant je me suis éloigné à la campagne. C'est sûr que même si vous avez de très beaux yeux, ça ne suffit pas forcément pour que je fasse 1h30 de voiture aller-retour. Alors je vais vous parler d'un livre et d'un CD qui viennent de sortir chez Erosonics. C'est un livre de quelqu'un qu'on connaît tous, même s'il n'est pas aussi connu qu'il devrait l'être. C'est le cinéaste Philippe Valois, qui sort un deuxième livre et un CD, et j'en parlerai. Une nouvelle découverte concerne une artiste dont j'écris ton nom avec Valérie Beau, où il est toujours question de poésie et d'amour. Bonsoir Valérie. Bonsoir, quelle joie de vous retrouver, puis le printemps arrive, ouais. c'est joyeux. Alors dans ce monde bien trop violent, eh bien j'ai envie de partager de la poésie d'une femme lesbienne qui est une artiste qui s'appelle Ethel Adnan, qui est décédée l'année dernière, mais voilà, un nouveau livre de poésie qui est publié. Ouais. Je vous en parlerai tout à l'heure. Côté réalisation et musique en régie, bonsoir à notre cher Nathan Hierro. Bonsoir Brahim, comment ça va ? Ça va, merci. Le morceau soir, musical, tu veux nous en parler maintenant ? Oui, je vais vous en parler surprise, maintenant, ouais. oui, bien sûr, pourquoi pas. Ce soir, du coup, on va quand même présenter un artiste qui est très peu connu parce que tout simplement, il a fait, on va dire, il a surtout redonné un avant à la scène disco. Donc, ce qui fait que maintenant, il va s'appeler d'ailleurs du nom de Cryptogramme. On en parle tout à l'heure puisque d'ailleurs, il a repris un sample d'un morceau qui n'est pas très connu et qu'il a transformé d'ailleurs en un morceau très populaire. D'ailleurs, c'est le morceau le plus populaire pour lui. Donc, on va écouter ça tout à l'heure. Merci de rester avec nous. Homo Micro, l'invité du jour. Notre premier invité, Jean-Yves Traoré, doctorant à l'université Sorbonne Paris-Nord. Il se spécialise dans la clinique des institutions et du travail. Ses recherches portent entre autres sur les parcours des couples binationaux LGBT en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il vient nous parler de la santé sexuelle des LGBT dans ce pays. Bonsoir Jean-Yves. Bonsoir Brahim. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour l'invitation et de l'intérêt pour mes travaux. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous parler, pour commencer, de ton expérience en tant que psychologue et psychothérapeute auprès de la communauté LGBT en Côte d'Ivoire ? Merci. Donc, oui, j'ai passé plusieurs années en Côte d'Ivoire. J'ai commencé, en fait, une intervention en recherche-action, donc en psychologie sociale et du travail, en Côte d'Ivoire, en 2019, 2020 et j'ai terminé en 2021. Voilà, donc j'ai cherché à mieux connaître le métier d'éducateur, éducatrice de pairs dans la communauté LGBT. Donc il est vraiment question de santé sexuelle. Alors, c'est... Pour ceux qui ne savent pas, éducatrice de pairs, si tu pouvais nous dire un peu... Oui, je vais expliquer. C'est dans le domaine des soins, c'est le domaine ce qu'on appelle la pérédance. C'est-à-dire ce sont des gens qui sont considérés comme leaders de leur communauté pour passer un message de prévention où nous le verrons dans la santé sexuelle. En fait, c'est dans le cadre des politiques de lutte mondiale contre le VIH-Sida. Et donc, il y a derrière les financeurs de cette politique un objectif de repérer, dépister, mettre sous traitement un maximum de porteurs du VIH pour diminuer les contaminations. Et tu voulais poursuivre avant que je te coupe ? Voilà, donc ces métiers-là, le principe de la pérédance, ce ne sont pas des soignants en tant que pères, en tant que tels, pardon, ce ne sont pas des soignants en tant que tels. Ils travaillent dans les cliniques comme un lien, comme une médiation entre les cibles de ces politiques de santé sexuelle et puis les médecins, ceux qui conduisent les politiques de santé. Voilà.
Et qu'en est-il de ta recherche, action sur le travail des agents communautaires LGBT en Côte d'Ivoire et de Voilà, ses donc implications? Tu peux nous dire un peu? avant de proposer ce projet de recherche qui est dans le domaine des savoirs situés, moi la Côte d'Ivoire ma rencontre avec la Côte d'Ivoire n'a pas commencé en 2019. J'ai eu plusieurs partenaires de vie ivoiriens. Et j'ai été approché à un certain moment quand j'étais en Côte d'Ivoire, justement par ces agents de santé et qui ont commencé à me parler de leur métier. Et du coup, ça m'a donné l'idée de proposer un projet de recherche à l'université à laquelle je suis rattaché. Et alors, quelles sont les principales difficultés auxquelles sont confrontées les personnes LGBT? On sait que les difficultés sont assez nombreuses, surtout lorsqu'elles cherchent à accéder aux soins de santé. Voilà. Alors, pour comprendre en fait la question de la sexualité, puisqu'on parle de santé sexuelle, la question de la sexualité en général est un tabou. Ça, il n'y a pas que moi qui le montre. Il y a d'autres chercheurs, même dans les universités ivoiriennes, qui ont montré toutes les implications que ça. Donc, de ce fait-là, c'est un tabou. En plus, il y a une stigmatisation sociale homophobe dans le contexte, qui est soutenue par des discours religieux homophobes dans un pays où quand même l'imprégnation religieuse n'a rien à voir avec ce que nous pouvons vivre ici en France et en Europe. Et donc, du coup, ces discours portent, et donc on est à la limite, chez certaines personnes, dans l'autostigmatisation. Et donc, du coup, avec des vécus compliqués par rapport à la santé sexuelle, difficile d'approcher ou de parler de ces problèmes de sexualité à un médecin. Sachant que les problèmes de santé les plus visibles sont pas forcément ceux qui sont en lien avec le VIH. Ça, c'est aussi un problème que j'ai vu dans ma recherche. Ou alors, ils apparaissent visibles quand le VIH a déjà fait un gros travail d'attaque des défenses immunitaires dans le corps, malheureusement. Oui. Voilà, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Et donc, effectivement, ces éducateurs et éducatrices de pairs de la communauté essayent de convaincre de l'intérêt de se dépister au VIH et de convaincre un maximum de LGBT positifs d'accepter de rester sous traitement. Alors, il faut savoir que quand on dit LGBT, déjà, on résume beaucoup de choses. Il y a les lesbiennes, il y a les gays, il y a les bi, il y a les trans. Il n'y a pas les mêmes taux de contamination dans chaque sous-groupe. Voilà, donc c'est pas les mêmes proportions, mais c'est vrai que j'ai cherché, en tout cas dans ma recherche, à approcher l'ensemble de cette diversité, même si majoritairement j'ai rencontré surtout des hommes gays et bi. Gay et bi. Voilà. Alors, bi parce que c'est plutôt, on va dire, ils sont contraints ou il y a quand même... il y a de tout. Il y a de tout. Il y a effectivement des bi, mais après la sexualité étant affaire tellement intime, d'autres peuvent vous dire qu'ils sont homo par contrainte, mais c'est une manière aussi de se rassurer. Ouais. Finalement, la santé, tout le monde n'y a pas accès comme il faut quelque part pour se faire soigner. Beaucoup donc hésitent, parce que le fait d'hésiter aussi d'aller se faire soigner, parce que c'est une façon aussi d'être montré du doigt, sinon... Il n'y a pas ça, il y a pas un peu de... Alors, il y a des craintes, effectivement. Il y a des craintes autour du développement de l'orientation sexuelle. Et d'ailleurs, c'est une des difficultés qu'a montré ma recherche par rapport à l'exercice de ce métier. Parce qu'en fait, ce qui caractérise la Côte d'Ivoire, c'est une grande diversité d'acceptation sociale selon les lieux. Il y a des carrefours où moi, j'étais moi-même assez étonné de voir à quel point, finalement... les gays pouvaient avoir des attitudes très déclarées, comme on dit là-bas, montrant des comportements ouvertement gays et sans que ça choque personne parmi les passants, et des lieux au contraire où vaut mieux vivre caché pour éviter les violences. Donc, sachant que c'est très varié, du coup les populations sont aussi très variées, donc ceux qui font ce travail sont aussi exposés parce qu'ils peuvent être reconnus après dans la rue par certains de leurs pairs et puis
approcher avec certaines manières et de façon à ce que ça peut aussi dévoiler à leur propre entourage de travailleurs aussi, où ils travaillent, avec qui ils travaillent, et puis ça peut être compliqué à vivre. Il y a beaucoup de travail donc pour les agents de la santé. Oui. Ouais. Et les agents de la santé sont issus de... Les gens viennent un peu d'ailleurs, d'Occident et autres, donc c'est plutôt local. Alors non. En fait, l'organisation, effectivement, est collaborative. Il y a des financements essentiellement américains. Hein. C'est le PEPFAR qui donne la majorité des financements en termes de proportion, même si l'Europe et la France participent... mais je crois que la comparaison est bien moindre en termes de montant. Et donc, ils financent effectivement par appel à projet sur des ONG. Et donc, sur ces budgets financés, effectivement, ils recrutent les agents de santé communautaire qui sont en fait un statut particulier de bénévole indemnisé. Voilà, sur lequel j'ai publié, c'est sur ce statut dans numéro 32 de la nouvelle revue de psychosociologie, qui traitait du problème du travail bénévole. Et donc là, il y a les médecins, par contre, mis à disposition de ces ONG, sont fonctionnaires et financés sur le budget ivoirien. Il y a une co-participation. Et dans les hôpitaux, on peut dire quand même, il y a les moyens, où il faut avoir les moyens pour se faire soigner. Alors, ce sont plus des cliniques que des hôpitaux. Ouais. Vraiment, parce que il s'agit principalement pour les infections sexuellement transmissibles, c'est des ordonnances. Parfois, il y a des interventions légères pour les problèmes de condylome ou choses comme ça, donc des interventions, des interventions sont parfois nécessaires au niveau de la proctologie, même si c'est moins développé que l'ensemble des actions visant à dépister et mettre sous traitement les personnes séropositives. Il y a quand même quelques points de soins proctologiques, à la fois à Abidjan et à Bouaké, à l'intérieur du pays. Lorsque tu voyages, où tu vas travailler donc, sur le terrain, quel est le temps que tu restes à peu près? C'est toujours plusieurs mois, j'imagine? Oui. C'est une population délicate à approcher en tant que chercheur. C'est aussi, même si à force j'ai pris un peu l'accent ivoirien malgré tout, ma couleur de peau ça se voit pas. Du coup, il faut du temps pour se faire connaître, gagner la confiance. Quand je parle de savoir situer, donc moi-même ayant résidé longtemps à Yamoussoukro, je suis moi-même activiste LGBT. Dans une ONG en Côte d'Ivoire. Donc tout ça, ça prend du temps et ça ne peut pas se faire en quelques mois. Ma recherche s'étend sur plusieurs années. Ouais. Et alors, explique-nous un peu sur le terrain, comment ça se passe? Comment tu vas vers les autres? Comment le travail s'effectue sur le terrain concrètement? Alors, il faut... le fondamental de cette méthode en psychologie, c'est d'arriver à travailler une demande. Il faut que les travailleurs qu'on enquête soient eux-mêmes dans une question de recherche autour de ce que leur fait vivre leur travail. On est autour du concept de la souffrance au travail. Et donc, qu'est-ce qui me fait souffrir au travail et qu'est-ce qui va nous aider collectivement en réfléchissant à l'organisation du travail, de mieux comprendre qu'est-ce qui nous fait souffrir et comment éventuellement on pourrait changer. Voilà. Donc progressivement, il faut, parce que ce sont des bénévoles indemnisés, donc c'est pas le haut la hiérarchie. Donc quand vous voulez créer des groupes comme ça, il faut forcément rencontrer et établir des liens de confiance aussi avec la hiérarchie. Il faut savoir que moi j'ai rencontré la méfiance parce que il n'y a pas que des chercheurs en sciences humaines qui viennent les rencontrer pour enquêter, on va dire. Il y a également aussi des journalistes qui ne sont pas forcément dans le même respect et les mêmes contraintes éthiques, notamment. Et peu avant mon passage, il y avait eu des déboires avec des journalistes qui avaient publié des photos à visage découvert, alors etc. Il y a des problèmes par rapport à la confidentialité. Donc voilà, j'ai vraiment dû surmonter plusieurs obstacles et ça aurait été infaisable en quelques mois. Il fallait vraiment plusieurs années pour surmonter progressivement les obstacles, avoir des alliés.
hein. J'ai pu surmonter certains obstacles aussi parce que j'avais des alliés, des connaissances anciennes que j'ai pu mobiliser pour gagner finalement d'abord la confiance de la hiérarchie. Quand la hiérarchie a confiance, c'est pas forcément après les travailleurs qui vont avoir une demande. Et on l'établit progressivement en présentant le projet de recherche. Voilà, puis j'ai pas mené cette recherche seul aussi. Ouais. C'est-à-dire que ça, là, j'ai fait ça en étant doctorant. Hein. C'est une recherche. D'ailleurs, je remercie beaucoup Pascal Molinier, hein, qui est professeur de psychologie sociale et du travail, d'avoir accepté de m'encadrer. Néanmoins, sur le terrain, j'ai également recruté de stagiaires en psychologie de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Et je remercie également le professeur Mbra François Conan qui m'a aidé pour ça. Donc il a fallu les former à la méthode de la psychodynamique du travail. Voilà, vous voyez. Et donc finalement, ce n'est pas un chercheur qui est arrivé, mais c'est une équipe de recherche. Et ça a beaucoup facilité aussi d'avoir une équipe de recherche diverse en termes même d'orientation sexuelle et de genre. Hein, j'avais une stagiaire. Voilà. Quels sont les enjeux liés à la santé sexuelle des minorités sexuelles et de genre en Côte d'Ivoire? Est-ce que tu peux nous développer un peu sur le sujet? Ça dépend pour qui. Ça dépend du point de vue de qui. Puisqu'on parle de recherche située, ça dépend du point de vue de qui. Du point de vue des financeurs, des bailleurs internationaux, c'est vraiment la lutte contre le VIH-Sida. Donc les objectifs, le travail prescrit qu'on donne à ces travailleurs, c'est de mobiliser un maximum de population, d'essayer d'identifier un maximum de jeunes gays ou jeunes bi, voilà, surtout hommes, parce qu'en fait, il y a un gros déséquilibre. Les femmes sont plus en fait porteuses d'IST type syphilis, etc., et peu infectés en fait par le VIH, contrairement aux hommes qui sont beaucoup plus infectés par le VIH, sachant que chez eux aussi ces infections autres microbiennes sont moins cachées en quelque sorte. Voilà. Du coup, voilà, il y a identifier, faire accepter le dépistage, ce qui n'est pas toujours évident, donc fidéliser un petit groupe voilà, de gays, essayer de les mettre à l'aise. C'est leur donner envie non seulement de revenir dans les animations, parce qu'il y a des conseils en changement de comportement, des conseils de prévention, de l'éducation populaire, on va dire quasiment. Et puis une fois qu'ils sont dépistés, la plupart sont quand même positifs. On estime le taux de prévalence à peu près à 20% quand même dans certaines parties de la population. Et donc, du coup, pour cela, effectivement, l'enjeu, c'est d'arriver à ce qu'ils acceptent de rester sous traitement, qui est la seule manière de leur donner une charge virale suffisamment basse pour préserver leur santé et aussi éviter qu'ils ne contaminent aussi leurs partenaires. Pour finir cette première partie de ton intervention, qui est programmée en 3 parties, j'aimerais que tu nous parles un peu des initiatives et des organisations existantes qui soutiennent les droits et le bien-être des personnes LGBT en Côte d'Ivoire. Ouais. Merci pour cette question. Donc, c'est sûr que je reviendrai pour vous parler de cette partie-là. Mais elle est bien dans cette partie parce que, historiquement, c'est ce qui s'est passé. Historiquement, l'intérêt porté à la condition des LGBT et qui a amené des financements, c'est le biais de la santé sexuelle. Et en fait, ça a fait émerger des leaders communautaires et des gens qui sont venus dans cette ONG. Ça a aidé aussi certains leaders à peut-être mieux s'assumer aussi et à commencer à se poser la question des droits, des problèmes des violences subies par leur père et comment on peut faire évoluer. Alors, sur cette question, malheureusement, les actualités ne sont pas forcément toujours bonnes. C'est vrai qu'il y a l'idée dans la communauté que, en gros, la Côte d'Ivoire, dans l'Afrique subsaharienne, serait un peu un Eldorado. C'est vrai que, concrètement, il n'y a pas de loi directement homophobe. Oui, voilà. Néanmoins, quelques rares cas,
Il y a eu des articles sur l'atteinte à la pudeur ou des choses qui ont pu être détournées, comme d'ailleurs ça se faisait en France dans les années 50. Bon, mais c'est quand même des cas sporadiques, heureusement. C'est pas comme d'autres pays, je pense par exemple au Cameroun ou même très récemment au Ghana, où voilà, il y a une pénalisation plus directe, ou même au Sénégal. Bon. Comment on peut expliquer que c'est l'Eldorado, comme tu dis, en fait? Alors ça, c'est une idée. Ouais. C'est vrai, comme je vous ai dit, il y a certains coins où concrètement c'est un fait, mais ça dépend, ça reste fragile, notamment parce qu'il y a quand même encore beaucoup de discours religieux très homophobes, et notamment dans l'actualité, bon, je ne sais pas si vous l'ignorez pas, hein, le pape a quand même demandé en décembre, voilà, parler de bénir les homosexuels. Alors pas bénir les unions, hein, mais après il y a eu toutes des communications qui ont détourné un peu le message. Mais bref, dire que c'était simplement ne pas avoir forcément toujours des discours de haine, ce qui est le cas actuellement. Hein. Eh bien, la façon dont la fraîcheur, voire l'hostilité avec laquelle dans ces pays très religieux, même les évêques catholiques, ont rejeté. Il faut le dire tel quel. Hein. Ils ont fait un gros lobbying pour rejeter ce message. M'a un peu impressionné quand même. Donc sur le plan politique, il faut savoir que récemment, en 2021, il y a eu une intervention de plusieurs députés pour rejeter le critère d'orientation sexuelle comme critère de discrimination reconnu par la loi, pour être pénalisé, en assimilant l'homosexualité à la zoophilie et la pédophilie. Voilà, dans un discours, non, mais dans un discours qui passe à l'Assemblée nationale, qui passe à la télé. Donc ça vous montre vers où penchent les politiques. Et la plupart de ces politiques qui se permettent ce type de réflexion, certains d'entre eux sont peut-être gays, homo, tout ça, et qui vont aller vivre ailleurs leur homosexualité en Occident et autres. Oui, ça existe alors, aussi. Je ne sais pas combien de temps vous voulez que je parle encore. On sera je dois revenir, mais effectivement, ça nous amène sur la question des classes sociales. Hein. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du concept d'intersectionnalité. Ça vous parle? Oui. De convergence des luttes? Ah non, l'intersectionnalité, c'est les discriminations qui se surajoutent. Ah oui, en fait, bien. Pour le dire en termes courants, pour permettre la compréhension, je dirais, c'est vrai que les principales victimes de ces discours de haine et finalement de cette homophobie culturelle, clairement, c'est les classes populaires. À partir du moment où on a un certain moyen, il est très facile soit d'aller dans des hôtels de luxe, soit voilà, on peut vivre, en tout cas quand on a les moyens, on peut vivre, mais pas seulement en Côte d'Ivoire d'ailleurs, sa sexualité de façon beaucoup plus libre, mais de façon aussi cachée. Voilà. Et donc l'intersectionnalité, finalement, c'est comment, si vous voulez, la classe sociale va faire que les discriminations vont avoir plus ou moins d'importance. Jean-Yves, donc là c'était la première partie, donc oui. 2 autres parties nous attendent au micro dans quelques temps. Merci. Tu peux nous dire les thèmes que tu seras amené à aborder? Oui, en fait là tu as fait la transition, hein. Donc on va aller voir après, peut-être dans une deuxième partie, une approche ethnographique du milieu LGBT ivoirien. Donc vous parlez de peut-être scènes peut-être plus concrètes, de vécu plus concret. Voilà, de la vie quotidienne des LGBT en Côte d'Ivoire. Et j'espère aussi qu'on sera amené à parler des femmes lesbiennes. Alors oui, je pourrais vous parler de une partie spécifique effectivement sur les femmes. Merci Jean-Yves. Des questions autour de moi? Eric qui a vécu tu étais de passage en Côte d'Ivoire, mais bon. Non. Valérie? Non, mais c'était complet, merci. Merci Jean-Yves. Tu restes avec nous pour la suite de l'émission? Avec plaisir. Merci Jean-Yves. Au Micro, le cercle des chroniqueurs.
Et là, j'écris ton nom avec Valérie Beau. Eh bien voilà, j'avais envie de partager avec vous un peu de poésie. J'avais parlé il y a 2 ans d'Etel Adnan et voilà, j'avais envie d'en parler à nouveau parce que Gallimard vient de sortir un recueil de poésie. Il y a une actualité dont je vais vous parler au niveau international. Alors je vais commencer par relire un peu de poésie, un extrait du recueil qui s'appelle Le cycle des tilleuls. Quand une plante jaillit, s'ouvre et déclare son existence, quand 2 atomes se cherchent, se croisent, se heurtent, explosent, est-ce l'amour? Est-ce la révolution? Voici comment Etel Adnan parle d'elle-même de sa vie. Donc, je vais citer sa façon de se présenter. Je suis née à Beyrouth en 1925. Le Liban était encore un pays à caractère ottoman. Mes parents se sont installés à Beyrouth après le désastre de Smyrne en septembre 1922. Ma langue aurait dû être l'arabe, mais j'ai fréquenté des écoles françaises où il était interdit de parler arabe. Une sorte de génocide culturel. Je ne devrais peut-être pas utiliser cette expression, c'est très dur, mais c'est comme ça. Empêcher de parler leur propre langue, c'est du colonialisme. À la maison, on ne parlait pas arabe parce que ma mère était grecque. Mon père était arabe, mais c'était un officier ottoman. Il parlait turc avec ma mère. J'ai donc grandi en parlant grec avec ma mère, qui ne parlait que grec avec moi, et turc avec mon père. Alors, quelle est ma langue maternelle? Pas la langue dans laquelle j'écris. Jusqu'à mes 24 ans, j'ai réfléchi en grec, ma langue maternelle. En Amérique, où j'ai vécu plus de 57 ans, mes 30 à 88 ans, où j'ai enseigné la philosophie et écrit la plupart de mes livres, je pensais en anglais. Je suis poétesse arabe et je suis une poétesse américaine. Et parfois, j'écris en français. Pourquoi pas? J'ai commencé à écrire de la poésie parce que lorsque j'étais adolescente, rien d'autre ne m'intéressait. C'était à Beyrouth. Et pendant tout un temps, la mer imprégnait absolument toute chose. Je vivais une histoire d'amour avec la mer. Et le soleil était partout. Je sentais que le soleil avait bien plus de présence divine que toutes ces absurdités qu'on nous enseignait à l'école à propos des religions et de morale. Mes écrits sont principalement politiques, liés aux tragédies répétées vécues par le monde arabe d'où je viens. Mes écrits sont parfois philosophiques, car le fonctionnement de l'esprit peut être un objet de méditation. Avec la toile, le papier, les couleurs, je me sens connectée avec la puissance et la beauté du monde physique. En tant que femme, j'ai choisi de ne pas participer à la guerre, mais je ne suis pas quelqu'un qui capitule. Alors Etel Adnan a vécu à Paris ces dernières années avec sa compagne, la sculptrice Simone Attal, qui est toujours vivante et qui interviendra au Louvre au mois d'avril comme consultante. Elle donnera des conférences et je ferai une chronique sur Simone Attal. Donc Etel Adnan bénéficiait d'une reconnaissance internationale pour ses créations. Elle a été soutenue par la Galerie Lelon. Elle est décédée à Paris en novembre 2023. Non, 2022, ça passe trop vite. Parce qu'en même temps, il y avait une expo rétrospective à Metz avec laquelle elle avait participé. Alors l'Arabie Saoudite célèbre Etel Adnan avec une exposition qui se nomme Etel Adnan entre Ouest et Est à Daran. Alors évidemment, je ne doute pas que sa vie côté personnel et lesbienne, amoureuse, doit être totalement invisibilisée. Mais en France, en tout cas, lorsqu'on parle d'elle dans des revues d'art, ce n'est pas caché. Et donc voilà, on ne raconte pas au micro des idées fumeuses où on n'invente pas des vies aux gens. Et dernièrement, donc, Gallimard a publié un recueil au titre « Je suis un volcan criblé de météores ». Et alors, je me suis jetée sur ce recueil que j'ai trouvé dans une très jolie librairie pas très loin de chez moi. Dès que j'ai vu Etel Adnan en vitrine, le livre, je me suis précipitée. Et alors, j'ai trouvé un livre, j'ai feuilleté le sommaire et j'ai vu qu'il y a une partie qui se nomme Poème d'amour. Alors, je me suis précipitée et voilà comment commence Poème d'amour. Ma gitane avait de l'argent indien sur tout le corps. Son nombril était comme l'étoile du matin, ses yeux comme prairie des Sierras.
et plus loin. Tu es venu. Alors, je vais le relire. Tu es venu, mais venu avec un E. Très important. Tu es venu avec une poignée de douleur et un sourire, dérobant le sol sous mes pas, comme ce tremblement de terre lorsque deux personnes se rencontrent. N'est-ce pas magnifique ? Voilà, et donc elle a osé, elle écrit de la poésie et on ne peut pas dire qu'elle cache ses amours ou son amour au féminin. Tour de table, la poésie, j'arrive. Tu aimes, c'est ton domaine, En tout cas, j'ai eu à rencontrer des poètes ivoiriens dans ce voyage que j'ai fait. Voilà, parce que dans le monde de l'édition, là-bas, oui, il y a vraiment une production. En tout cas, il y a beaucoup d'artistes ivoiriens poètes, tout à fait intéressants. Et là, pour réagir un peu à la chronique de Valérie, si tu devais ajouter quelque chose. En tout cas, merci. Merci pour nous apporter cette belle découverte. En tout cas, je ne connaissais pas. Et donc, la question de l'identité, de la langue maternelle, qui on est, d'où on vient, dans son sujet, et nos propres identités aussi, qui ne font pas que LGBT, mais tout ce qui nous nourrit. Eric, je trouve ça passionnant. Oui, moi je suivais un peu ça. J'ai vu dans Le Monde qu'il y avait eu quelque chose, mais je l'achèterais, c'est en collection Gallimard de poche. Ce qui fait que si on n'a pas le bonheur attendu, on a dépensé que 10 €, si on n'a pas énormément de moyens. Et si on aime beaucoup, alors là, c'est vraiment un trésor d'avoir cette collection de poche Gallimard. Oui, et ça commence par la mère, et c'est absolument sublime. Mais elle peint et elle écrit. Oui, alors elle a cette magie, donc dans l'écriture, d'utiliser des mots fins simples, mais avec un tel raffinement que c'est bouleversant. Et sa peinture a l'air simple, parce qu'il y a un côté très épuré, coloré, des formes, mais c'est pareil, c'est d'un raffinement et d'un équilibre magnifique. Donc sa poésie fait écho à sa peinture, en fait. Exactement. Les deux il y a comme correspondance, je crois, c'est un poème de Baudelaire où voilà, les deux choses correspondent. Merci Valérie. Vous écoutez Homo Micro, une émission de et avec Brahim Naik Balk. Nathan, est-ce qu'il va y avoir de la poésie dans ta musique ? Alors, non, je pense pas que justement il y ait de la poésie dans ma musique, mais ce n'est pas grave parce qu'en fait je vais quand même vous présenter un artiste qui me tient à cœur, on va dire. Ça fait quand même quelques temps que je voulais en parler, surtout de cet artiste, je n'ai pas eu l'occasion de le faire, donc je vous présente aujourd'hui Cryptogram. Cryptogram, c'est un artiste électronique DJ qui est connu pour son style deep, jazz, house et garage. Il a émigré aux États-Unis depuis la Serbie, qui a été déchirée, vous savez, par la guerre au début des années 2000. Et donc, il a quand même, en soi, grandi dans un foyer qui est musicalement fécond. Son père était musicien, il jouait du oud. Je sais, par rapport à la Serbie, vous allez dire, quel est le rapport ? Eh bien, écoutez, au final, oui, il a des origines un peu algériennes, donc c'est pour ça que, forcément, il a eu toute cette culture. Bref, il faut savoir que il était obsédé par une seule idée. Il voulait retrouver et il voulait recréer les sons qu'il avait entendus sur l'album Discovery de Daft Punk. Il s'est donc lancé à la musique électronique à l'âge de 15 ans et découvrant aussi par hasard son amour pour la musique house. Donc, grâce aussi en plus à ses origines, donc le côté donc le l'oud avec Algérie et aussi en plus ses origines serbes, il faut savoir que du coup il est arrivé très rapidement du coup dans l'univers de la house et du coup il a commencé à remixer pas mal de titres dont Daft Punk, Junior Jack ou encore Todd Edwards qui ont aussi d'ailleurs au passage ce dernier a commencé à le féliciter et à même justement à le supporter de plus en plus. Donc il faut savoir que il y a un genre aux États-Unis, au niveau de la house, qui a été extrêmement important. Il y a une ville qui a caractérisé ça, c'est Chicago. Et donc forcément, il s'en est aussi inspiré, ainsi que notamment le garage des années 90 en Grande-Bretagne, qui a connu un très gros essor, qui a donné plus tard la jungle, du coup, aussi, qui est un rythme qui est assez intéressant. On en reparlera d'ailleurs dans une prochaine chronique. Et puis aussi, du coup, grâce à ça, en fait, il a développé son côté artistique en combinant du coup son son artistique, en combinant du coup de manière complexe des grooves house
qui sont devenus incontournables et une production qui a du coup été impeccable avec des mélodies apaisantes. Il faut savoir que du coup, au final, il a quand même sorti des très très bons morceaux comme Pouring Scarlet, ses remixes néo de Spin comme Watterson ou encore d'autres. Toutes ces chansons d'ailleurs sont sorties sous le label Maison Kitsune qui fait, au final Kitsune Music qui appartient à Maison Kitsune. Vous savez, ce label, c'est même pas un label que je le dis, c'est un côté style de mode qui surtout, en tout cas ça fait des très bons habits de bobo comme j'ai envie de dire. Bref, la raison pour laquelle c'est parce qu'en fait j'ai déjà vu un patchwork, excusez-moi, qui est pas oufissime et tout ça à 450 €. Donc oui, c'est pour ça que je dis habits de bobo, vous m'excuserez du terme. Bref. Sinon, on va retrouver énormément d'artistes aussi sur le label, Max Wheeler, Lemonade Baby, qui sont tous et toutes des personnes qui sont stylées house. Et il y a des gens aussi qu'on va reconnaître qui sont assez intéressants, notamment l'Impératrice, que je pense que vous connaissez forcément un petit peu. Folamour aussi, très très grand artiste de house, qui a fait un très très gros set là récemment sur Boiler Room, qui a très bien marché. La Chica aussi, qui commence un peu à percer, Fabiche, Toucan, Later, qui sont des personnes que je connais, d'ailleurs au passage. C'est des amis de promo. Donc c'est pour ça que c'est assez drôle. Et donc oui, et il y a bien sûr encore plein d'autres artistes à découvrir. Si jamais vraiment je fais toute une chronique sur la maison Kitsune, ou en tout cas sur Kitsune Music, je pense qu'on en a au moins pour 1 heure. Donc je vais m'arrêter là. Bref, c'est pas grave. Ensuite, ce que je vais vous faire en soi, je vais vous faire écouter du coup un morceau qui s'appelle Woman Like You, qui est sorti il y a à peu près 3 ans de ça. Mais au fait, le sample, c'est un morceau de Tyrone Davis qui s'appelle Ain't Nothing I Can Do. Tout ce qu'il a fait tout simplement, c'est accéléré, même pas, il a accéléré un tout petit peu le tempo effectivement de la musique et il a pitché de 3 semitons. On écoute cette transition magnifique tout de suite. I can do with a woman like you but love. I love you any kind of way, just say what's on your mind. Ooh, there ain't nothing I can do with a woman like you but love. I love you any kind of way, just say what's on your mind. Ooh, there ain't nothing I can do with a woman like you but love. I love you any kind of way, just say what's on your mind. Ooh, there ain't nothing I can do with a woman like you but love. I love you any kind of way, just say what's on your mind. Ooh, there ain't nothing I can do with a woman like you but love. I love you any kind of way, just say what's on your mind. Ooh, there ain't nothing I can do with a woman like you but love. I love you any kind of way, just say what's on your mind. Ooh, there ain't nothing I can do with a woman like you but love. I love you any kind of way, just say what's on your mind. Ooh, there ain't nothing I can do with a woman like you but love. I love you any kind of way, just say what's on your mind.
Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Eric Garnier avec nous, enfin avec nous Eric, pour une chronique en direct, en chair et en os, pour nous parler de Philippe Valois. Alors, Philippe Valois, c'est pas un membre de la famille des Valois, comme on peut le voir là sur la chaîne parlementaire dans la rediffusion des Rois maudits, qui avait fait des millions de spectateurs dans les années 70. Non, c'est Philippe Valois, 2LOIS. Et il est à sa façon, comme on peut dire Rémi Lange. Ce sont les deux, Philippe Valois étant l'aîné de Rémi Lange, qui est un cinéaste aussi marseillais. Ce sont des gens qui réussissent à vivre de leur caméra, et alors que c'est très dur. Ils sont un peu en dehors du système, Rémi Lange et Philippe Valois, et malgré tout, ils arrivent à continuer à créer. Alors, on va parler de Philippe Valois qui publie son deuxième livre chez Erosonix, livre auquel, comme le premier livre, est joint un DVD. Le premier livre, c'était La Passion selon Valois. C'était en 2013, il y a donc 10 ans, où, comme il le dit lui-même, il parlait de sa décennie soleil. Dans celui-là, qui s'appelle Les Épreuves, 87-97, les épreuves, ça signifie en effet que là, c'est plutôt la décennie de l'ombre, car on est en plein sida. Il va d'ailleurs perdre son grand amour, qui est un splendide cadre du ministère de la Défense, mais d'origine un métis malgache. On le voit un peu dans le DVD. C'est terrible de se dire que des gens comme ça aussi sont morts. Mais ce livre, le DVD, je vais peut-être parler d'abord du DVD. C'est un DVD qui s'appelle Dissidence. Et la plupart les images, c'est quand il a filmé à l'hôpital où il allait, je ne me souviens plus de son nom, un professeur qui s'appelait le professeur Jean-Marie Andrieux, et qui a, bien sûr, au milieu de cette horrible hécatombe dont on ne se rend plus vraiment compte à quel point ça a été terrible, eh bien, lui, c'est cette forme de dissidence, il a proposé un traitement qui était un peu en marge de ce qu'on proposait à l'époque et qui n'arrivait à rien d'ailleurs. Et il a eu l'idée c'est un peu par empirisme, il s'est rendu compte que quand il traitait chaque mois un malade à la cortisone, c'était 4 montées, dans un premier temps. Puis il rebaissait, puis il remontait, etc. Donc c'est à la fois un témoignage d'une chose dont je ne me souvenais plus d'ailleurs, et puis le portrait de cet homme qui a vraiment eu sa vie bouleversée, qui a cru vraiment... c'était pas un type qui se prenait pour le professeur. Comment il s'appelle, ce crétin là de Marseille dont on a beaucoup parlé, qui croyait avoir... du Covid. Oui. Comment il s'appelait, j'ai déjà oublié. Moi aussi. Qui croyait... Hein, ouais. Bon, voilà. Alors, donc, ce DVD, c'est surtout un DVD donc, où le professeur Andrieux explique sa démarche. C'est sur plusieurs années. Voilà. Le livre, qui est plus ma spécialité, eh bien, c'est un livre qui montre Philippe Valois dans toutes les épreuves qu'il rencontre, la pire étant, comme je l'ai dit, la mort de son grand amour. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui part toujours de l'avant. C'est quelqu'un qui a réussi et qui réussit encore à vivre de sa caméra, si je puis dire, car il a tout le temps fait soit des films, certes peu connus, le plus connu étant quand même Nous étions un seul homme, qui a été pendant 30 ans, je crois, visible dans un cinéma du quartier latin, La Catone. Et d'ailleurs, ce DVD, ce film, Nous étions un seul homme, qui a eu un certain succès à Cannes d'ailleurs, était joint au tome numéro 1 donc, de Philippe Valois, La Passion selon Valois, que l'on trouve encore chez Erosonix. Alors, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que voilà un homme qui tombe 10 fois, qui se relève 11 fois. C'est-à-dire qu'il a
il a cette chance pendant un certain nombre d'années que ce traitement lui permette d'avoir quand même encore des T4, puis ensuite il aura tenu assez longtemps pour que la nouvelle trithérapie puisse prendre le relais. Voilà. Et alors, ce livre fourmille d'anecdotes. Il a fréquenté aussi bien Jeanne Moreau que Stéphane Audran ou d'autres. Et puis aussi des gens comme par exemple ce grutier qui mate Philippe Valois Homo dans son Micro, appartement l'émission de Sainte-Catherine. LGBTQI+, Bah, il y a qui des se choses prend au mot. très amusante. C'est quelqu'un qui ne se laisse jamais abattre, qui continue à avoir des relations sexuelles, même si son amoureux n'est plus là. Cette façon d'avancer, de ne jamais se plaindre au-delà des faits, eh bien, ça se retrouve dans son écriture aussi. C'est-à-dire que c'est une écriture dynamique, rapide. Ne s'étend pas plus qu'il n'en faut, surtout sur les périodes très douloureuses. C'est un très beau livre aussi sur son rapport avec sa mère, qui est extraordinaire. Et donc, on espère un troisième tome, les années 2000, donc, puisque Philippe Valois est toujours un très bel homme de 75 ans maintenant. Et vraiment, on dévore ce livre. On pense même pas à est-ce qu'il y a un style ou pas. On est tellement happé par cette vraie vie de cet homme qui est toujours là et qui a eu une foi dans le cinéma. Il a fait beaucoup de documentaires pour Gaumont, hein, cette grande industrie du cinéma, autour d'artistes, d'écrivains. Il a aussi fait par exemple 2 docus pour Arte sur le danseur Nijinsky et sur la valse. Donc c'est quelqu'un d'éclectique qui se bat toujours et qui est vraiment flamboyant et c'est passionnant. Les 2 tomes, hein, je pense qu'il faut vraiment ne pas hésiter. Le premier, celui-là, chacun ayant un DVD, oui. Et celui qui restera son grand film, c'est Nous étions un seul homme. D'ailleurs, Didier Roth-Bettoni, qui va prendre le relais, connaît très bien l'œuvre de Philippe Valois. Merci Eric. Homo Micro, l'invité du jour. Alors justement, nous accueillons Didier Roth-Bettoni, journaliste, auteur, historien du cinéma LGBTQI et producteur radio. Il est le créateur et directeur de la collection de littérature érotique et pornographique LGBTQI, intitulée Prisme, en partenariat avec les éditions La Musardine. Prisme explore toutes les facettes des sexualités, des désirs et des fantasmes LGBT et représente une avancée majeure dans la diversification éditoriale de La Musardine. Didier Roth-Bettoni recherche constamment de nouveaux textes, de nouvelles approches et de nouvelles écritures pour enrichir cette aventure littéraire, en mettant notamment l'accent sur la fiction. Il est ouvert bien sûr aussi sur la traduction d'ouvrages étrangers. Maintenant, plongeons sans tarder dans son projet en explorant ses motivations derrière la création de la collection Prisme. Bonsoir Didier. Bonsoir Brahim. Merci. Bonsoir. Merci en tout cas de nous rejoindre et de nous appeler là maintenant. Mais avant de te faire parler, Pierre Valois, il parlait de Philippe Valois. Tu peux peut-être dire un petit mot concernant Philippe Valois avec lequel tu as certainement travaillé? Oui, j'ai écrit un livre sur lui il y a quelques années et il se trouve qu'il y a 4 jours, j'organisais une masterclass avec lui au festival Écran Mixte, le festival LGBTQI de Lyon, en présence de Philippe. Donc c'est quelqu'un dont je connais très bien le travail et qui est un personnage passionnant, passionné, chaleureux, à l'image de son cinéma. Tu peux maintenant, pour revenir à ta création, nous en dire un peu plus sur la collection Prisme et son objectif de mettre en avant la littérature érotique et pornographique LGBT. Oui, alors il se trouve que les éditions La Musardine, qui est une maison d'édition qui a pignon sur rue, mais qui ne publie que de la littérature et des livres de photos érotiques et pornographiques, est axée à 98%, on va dire, sur la littérature érotique hétéro. Et ils ont eu envie, ça fait longtemps qu'on en parle avec Anne Notker, la directrice de la maison d'édition, d'ouvrir la littérature érotique et pornographique aux thématiques LGBTQI. Et donc, avec Anne, on a décidé de lancer cette nouvelle collection qui commencera, dont les premiers titres paraîtra en octobre prochain. Et donc, pour l'instant, le premier titre est choisi, hein, le premier titre est sélectionné, le premier livre est
en fabrication, en relecture. Mais pour la suite, même si j'ai déjà des textes en magasin, je suis en recherche, en lecture de manuscrits d'auteurs, d'autrices, d'auteurisses gays, lesbiens, trans, non-binaires, intersexes, qui ont envie de parler de nos sexualités, de nos corps, de nos fantasmes, de nos désirs, voilà, de façon très directe. On peut pas raconter enfin, c'est très bien la romance, c'est une très bonne chose, mais nous, ce qui nous intéresse dans cette nouvelle collection, c'est de raconter, oui, nos sexualités, nos pulsions sexuelles, nos fantasmes. Voilà, c'est vraiment de parler très directement de cul, si je peux être un peu vulgaire. Pour ceux et celles qui vont t'envoyer leur travail, dis-nous un peu quels sont les critères de sélection des manuscrits que tu as reçus jusqu'à présent pour la collection. Des critères de sélection, il n'y en a pas vraiment. Enfin, il y a un critère, c'est qu'on veut de la fiction. C'est-à-dire, c'est du roman, ce sont des nouvelles, ou c'est de l'autofiction, mais ça veut dire que ce n'est pas des essais, ça n'est pas du théâtre, ça n'est pas de la poésie, ça n'est pas de la bande dessinée, peut-être que ça viendra par la suite, mais pour l'instant, on s'en tient vraiment à ce qu'on appelle vraiment la fiction, et donc tout ce qui tourne autour du roman, autour de la littérature d'imagination, j'ai envie de dire, autour des sexualités. Voilà, après, l'idée, c'est que tous les auteurs ou toutes les autrices peuvent parler de tous les thèmes qui les intéressent. Ça peut être des choses très traditionnelles, ça peut être des choses très fétichistes, très SM, très hard ou très soft. Enfin, très soft avec quand même de la sexualité. Donc voilà, le champ est absolument ouvert. Ça peut être des textes militants, ça peut être des textes... Bon, voilà, c'est un cadre qui est très ouvert et qui est très libre dans la forme, dans le type d'écriture qu'on recherche et puis dans les sujets qu'on désire aborder. Voilà, il n'y a pas plus de critères que ça. L'idée, c'est vraiment d'explorer un peu tous les recoins de la fantasmagorie LGBTQI. Et voilà, donc le premier texte qu'on va publier en octobre, je ne sais pas si je peux en dire beaucoup de choses, parce que on est encore très loin de la parution, mais c'est un texte très percutant autour allez, je vais dire juste un mot, autour d'un sauna. Oui. C'est Un sauna. Un sauna. Bien. Et alors, on peut dire que c'est un sujet qui n'a pas été vraiment très abordé. Donc là, en ce qui te concerne, donc tu te lances dans le bain. Ouais, en plus c'est un métier nouveau pour moi, donc c'est intéressant de chercher des nouvelles plumes, de nouvelles personnes qui ont envie d'écrire sur ces sujets-là et de travailler ensuite avec les auteurs ou les autrices sur leurs textes, d'essayer de les faire améliorer leurs textes autant que possible. Est-ce que tu peux nous, en avant-goût, si tu peux nous donner un aperçu du premier titre qui sera publié en octobre, ou c'est peut-être pas possible du tout? C'est un peu compliqué. On est vraiment encore en phase de travail avec l'auteur, même si le texte est très très avancé et quasiment achevé. Voilà, je peux juste vous dire que ça se passe dans un sauna et que c'est un texte très très puissant, à la fois très cru, très lié à tout ce qui peut arriver dans un sauna, et en même temps un texte très très clinique d'une certaine manière, très coupant, très tranchant, et en même temps très politique, très militant, avec un vrai regard sur ce que peut être la communauté gay aujourd'hui et la façon dont elle se constitue dans un lieu de sociabilité et de sexualité comme un sauna. C'est beau. Moi, je connais plein d'amis que ça va passionner. Ah oui. J'espère bien. Ce sera un cadeau. Alors, je vais pas me priver de le lire, mais j'ai des idées cadeaux. Ah oui. Voilà, IS. D'accord. Pour en acheter plusieurs exemplaires. Je peux te poser une question, Didier. Je te sens très enthousiaste, mais est-ce que ça n'est pas une charge supplémentaire au détriment de ta propre œuvre? Car sur Facebook, je vois souvent que tu as des tas de projets, tu as commencé des tas de choses, mais à part la réactualisation de ta somme historique sur le cinéma gay et lesbien, as-tu d'autres projets que tu vas mettre entre parenthèses du coup et qui vont nous manquer parce que tu es quelqu'un qui écrit très bien? Non, mais je ne mets jamais rien entre parenthèses. J'essaie de tout mener de front, autant que faire se peut.
Et non, c'est en fait moi j'adore apprendre de nouveaux métiers. Ça c'en est un nouveau après la radio, après la direction d'exposition, après voilà, c'est une nouvelle corde à mon arc, c'est une nouvelle approche des thématiques LGBTQI qui me sont chères, mais ça veut pas dire que j'abandonne. Enfin, en même temps, si, parce que la réédition qui aura lieu en 2025 du livre L'homosexualité au cinéma sous un nouveau titre, cette réédition augmentée, et revue et corrigée, je pense marquera pour moi la fin d'un cycle de travail sur le cinéma LGBTQI. Je crois que ça fait presque 30 ans que j'écris, que je travaille dessus. Je pense que j'ai besoin et envie de passer à d'autres sujets, à d'autres thèmes, à d'autres approches, mais qui seront liés à l'écriture aussi, mais d'une autre manière. Je suis sûr que tu vas avoir beaucoup de retours et que ce projet va avoir beaucoup de succès. Ça, on le sent en tout cas en ce qui nous concerne. J'espère. Ouais. J'espère parce que, mais en fait, ce qui est compliqué, alors c'est bon, je sais pas si c'est moi qui ne sais pas très bien vendre ce sujet, mais autant j'ai reçu énormément de textes, de propositions d'auteurs gays, autant les propositions d'autrices lesbiennes, d'auteuristes queer ou trans, c'est plus rare, ou en tout cas c'est moins abouti. Et voilà, j'ai besoin aujourd'hui, l'idée c'est pas de faire une collection de littérature érotique gay, c'est de faire une collection de littérature érotique LGBTQI, et donc je lance un appel aux auteurs, aux autoristes, aux autrices qui ont envie de travailler sur ces sujets. N'hésitez pas à m'envoyer vos idées, à m'envoyer vos textes, à me contacter, parce que il y a une matière qui mérite d'être travaillée, et je suis sûr que plein de gens ont des belles idées, des belles plumes, et ce serait dommage de s'en priver. Voilà, cette collection, elle se veut un lieu de liberté, d'ouverture, d'aventure littéraire, parce que moi, je tiens vraiment à une qualité littéraire, une qualité d'écriture dans cette collection. Je veux pas juste qu'on parle de cul pour parler de cul. La dimension littéraire, la dimension d'écriture, la dimension de style, pour utiliser un grand mot, est vraiment très importante pour moi et pour Anne Hautecoeur, la directrice de la Musardine. On tient vraiment à avoir une collection de qualité. Donc c'est ça qui est compliqué, c'est d'avoir à la fois de la qualité littéraire, mais aussi de la qualité érotique, mais aussi une certaine pertinence politique ou militante, voilà, et puis de représenter toutes les facettes de nos communautés, voilà. Donc il va falloir trouver un équilibre. Ça va prendre du temps puisqu'on va publier entre 3 et 5 livres par an, hein, donc c'est pas énorme, mais on va essayer de trouver cet équilibre dans cette économie-là. Et comme je le disais au début de ma présentation, c'est aussi ouvert à la littérature étrangère. Oui, bien sûr. Je lis en ce moment des textes anglo-saxons, notamment. C'est à peu près la seule langue que je suis capable de lire, mais j'ai des amis qui lisent pour moi des textes en allemand ou en d'autres langues pour essayer de repérer des choses à l'étranger qui mériteraient d'être traduites, même si ça demande un temps plus long, parce qu'il y a tout le temps en plus du temps de découverte des textes, il y a la négociation des droits, il y a la traduction, donc évidemment, j'espère qu'il y aura de la littérature étrangère, mais ce ne sera pas forcément dans un premier temps. Ce sera quelque chose d'un peu plus tardif, on dira. Merci Didier. Est-ce qu'on peut imaginer, je ne sais pas, t'envoyer un travail de l'équipe Homo Micro, un travail commun, on t'enverra ça peut être possible, ça. N'hésitez pas, raconter tout ce qui se passe dans les studios d'un point de vue érotique, pendant les émissions, ou avant ou après les émissions. N'hésitez pas, je suis sûr que ça fera fantasmer beaucoup de vos auditeurs. C'est du roman, donc on peut tout imaginer, justement, ce qui pourrait se passer à Homo Micro. Oui, bien sûr, tout se passe à Homo Micro, j'en suis persuadé. Merci en tout cas. Et on va te libérer parce que là, on peut dire que maintenant tu vis à Montpellier et là tu es de passage en région parisienne et tu es dans le 94, n'est-ce pas ? Je suis au festival de films de femmes de Créteil, ouais. Effectivement. Merci, longue vie à ton projet. On sera amené à en parler et à te réécouter à Homo Micro. Merci, à très vite. C'est fini pour ce soir. À très bientôt. C'est fini pour ce soir. Au revoir, bye bye. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Hey! Oh non! Cette émission est maintenant terminée. Mais un conseil, retrouvez l'ensemble des podcasts d'Homo Micro, l'émission qui se prend au mot, sur toutes les bonnes plateformes de streaming.